Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Forte participation en Italie pour ce dimanche d'élection qui départagera les deux champions en lice, Silvio Berlusconi, leader de la droite, et l'ancien maire de Rome, Francesco Rutelli, à la clé le poste de président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. C'est demain que se réunira la commission de révision concernant la condamnation d'Omar Haddad, actuellement en liberté conditionnelle, et qui demande un nouveau procès pour être innocenté. Le passage à l'euro dans les manuels scolaires demandera une réédition de la plupart des livres. Cette modification d'importance se fera par étapes, mais déjà les écoliers sont mis aux travaux pratiques. Le Festival de Cannes, c'est aussi un marché avec des centaines de films en projection pendant 10 jours. L'événement aujourd'hui, les 20 minutes du Seigneur des Anneaux qui sortira en décembre 2001. Quelle belle fête du football pour les Nantais qui ont remporté leur 8e titre de champion de France. Une victoire enchantante puisque toute la nuit dans les rues de la ville, on a célébré l'événement et les Canaries ont été portés en triomphe après avoir battu Saint-Étienne 1-0. Reportage Julien Hérichon et David Geoffrion. Quand on est champion de France, il faut savoir suivre la cadence. Le petit Canari va sortir, une photo par-ci, un autographe par-là. Carrière et Marama Vairua ont fait plaisir à leurs supporters jaunes et verts. Des supporters qui ont fêté le 8e titre de champion de France du FC Nantes durant la nuit entière. Au cœur de la ville, la place Royale était comble. On y chantait les refrains de la victoire. Depuis le temps qu'on attendait ça quand même. Attendez, ça faisait une éternité qu'on attendait ça. Alors là, ce soir, super. On fait la fête, on est super contents pour Nantes et c'est génial. Sans nul doute, les Nantais sont fiers. Fiers de Vairua qui trompe après 10 minutes de jeu la défense des Stéphanois. Fiers de ce FC Nantes, talentueux et solidaire. Les copains d'abord, c'est la marque jaune. C'est la reconnaissance vraiment d'une saison complète, avec un public qui a connu des hauts et des bas comme nous. L'année dernière, on a failli descendre en D2, et puis là, c'est l'apothéose. Je pense que ça va être, je l'espère, une longue soirée inoubliable. Dès le coup de sifflet final, c'est la ruée vers l'ouest. Les supporters envahissent la pelouse. En l'honneur de l'incontournable Marama Vairua et de ses origines polynésiennes, joueurs et spectateurs pagaient à l'unisson. C'est la balade des gens heureux, heureux d'être champions. Journée d'élection en Italie, on ne connaîtra que tard dans la nuit les premiers résultats. Pour l'instant, on peut dire que la participation est supérieure aux élections précédentes. 49 millions d'Italiens sont appelés aux urnes pour choisir leurs députés et sénateurs. En réalité, il s'agira d'arbitrer le duel qui oppose Silvio Berlusconi, le champion de la droite, à l'ancien maire de Rome, Francesco Rutelli. Le vainqueur deviendra de fait le président du Conseil italien, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Reportage Anne Ponsinet, Pierre Moscovici. Le vote aura été à l'image de la campagne, chaud et tumultueux. On s'est beaucoup éventé avec les cartes d'électeurs aujourd'hui en Italie, pour cause de ciel bleu et de participation massive. Dans certains bureaux de vote, il fallait près de 2 heures pour voter, ou alors essayer plusieurs fois. C'est la 3e fois que je viens. En outre, le vote est compliqué. 2 bulletins pour les députés, 1 pour les sénateurs, car le scrutin mélange majoritaire et proportionnel. S'y ajoutent dans certaines villes 2 bulletins pour les municipales. Au total, ici à Rome, 5 urnes. La question du jour est de savoir si Francesco Rutelli, leader de la coalition de gauche, va réussir à mettre en difficulté la coalition de droite menée par Silvio Berlusconi. Le favori des sondages votait chez lui ce matin à Milan face à une forêt de flash. C'est Berlusconi qui va gagner. Qui d'autre? Vous plaisantez? C'est lui qui va réparer l'Italie. Il l'a écrit, il l'a promis et il le fera. Mais les électeurs de gauche ne perdent pas espoir pour autant et considèrent même cette forte participation comme un bon signe. Moi j'ai voté à gauche. Je crois que les gens se sont mobilisés parce qu'ils ont compris que c'était un moment important. Les analystes considéraient en effet qu'une plus forte participation bénéficierait d'abord à la gauche. Mais il faut rester prudent car les derniers sondages publiés datent d'il y a 15 jours. En réalité, le suspense ne prendra fin qu'avec les premières estimations diffusées par la télévision vers 22 h.
La semaine qui s'ouvre sera marquée par le débat à l'Assemblée du projet de loi sur la Corse. Sans aucun doute l'un des dossiers les plus sensibles du gouvernement Jospin. Le Premier ministre s'est d'ailleurs personnellement investi dans ces longues négociations qui ont d'abord abouti, je vous le rappelle, à un accord entre les élus de l'île et le gouvernement en juillet dernier. Mais ce dispositif n'est qu'une étape, un dispositif d'ailleurs qui a été très sévèrement critiqué par le président de la République lui-même, rejeté en partie par le Conseil d'État, ce qui a obligé à la réécriture de certaines dispositions. Voilà pour le texte. Passons maintenant à la situation en Corse même, à 2 jours de ce débat, avec le regroupement de certains partis nationalistes. L'Union fait la force. Aujourd'hui à Corté, ils se sont retrouvés, comme le montre ce reportage de Stéphane Bretner et Raymond Chaplard. Tous groupés, voilà le mot d'ordre de cette journée à Corté. 4 partis nationalistes fusionnent, une union impossible il y a quelques années lorsque chaque camp se livrait à une guerre fratricide où l'on comptait les morts. Aujourd'hui, on a cherché à rassembler les opinions parfois divergentes, surtout à 2 jours du débat sur le projet de loi à l'Assemblée nationale. Inquiets, les nationalistes estiment que l'on s'éloigne dangereusement du texte élaboré en juillet dernier, principalement avec l'abandon de l'enseignement obligatoire du corse. Il y a quelques tromperies qui sont en train d'apparaître. Même l'enseignement de notre langue est un problème constitutionnel pour la France. Et ça, pour nous, bien sûr, ça risque de poser des problèmes dans les mois à venir. Même certains élus des partis nationaux reconnaissent que le texte présenté par le gouvernement est une version allégée de celui voté il y a 1 an par l'Assemblée de Corse. Le gouvernement n'a pas transféré toutes les responsabilités qu'il avait annoncées au départ, mais je pense qu'il a fait aussi pour laisser du grain à moudre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas entendre parler d'un transfert du pouvoir de l'État. L'Association pour la défense de la Corse dans la République voit ce projet de loi comme une menace. Noutry a certes son identité régionale, mais c'est le cas de tout un tas d'autres régions françaises. Je pense qu'on peut les vivre de manière naturelle, sans qu'on impose quoi que ce soit et sans qu'on ait besoin d'un statut. Nous avons surtout besoin de rester dans le giron de notre pays, la France. La balle est maintenant dans le camp des parlementaires qui débattront à partir de mardi. Aujourd'hui en Corse, rares sont ceux qui manifestent leur optimisme sur le projet de loi. Les élus nationalistes ont d'ailleurs décidé d'arriver à Paris avec 1 jour d'avance pour rencontrer les députés, histoire, comme ils disent, de faire de la pédagogie. Parce qu'ici, tout le monde le sait, l'avenir de la Corse risque de se jouer au cours de ces débats à l'Assemblée nationale. Au chapitre judiciaire, c'est demain que sera examinée la demande de révision de la condamnation d'Omar Haddad. Le jardinier marocain est actuellement en liberté conditionnelle, mais son objectif est de bénéficier d'un nouveau procès qui l'innocenterait du meurtre de Ghislaine Marchal. Pendant plus d'1 an, la commission de révision a mené sa propre enquête. Demain, elle en débattra. Valérie Hermite. Le geste de la victoire, de la liberté et du long combat d'Omar Haddad. Alors même qu'Omar était encore en prison, ses avocats préparaient sa requête en révision. Pour ce faire, un détective privé a mené l'enquête pendant 3 ans. Il dit avoir relevé plusieurs contradictions dans les déclarations ou les emplois du temps de proches de la victime, et notamment dans celui de l'ex-femme de ménage. J'ai recueilli des témoignages, j'ai ouvert ces interrogations. À eux dirait pour moi. Chacun son rôle. Destinataire de ces investigations, la commission de révision. Mais il semble qu'elle ait préféré une autre voie pour enquêter, beaucoup plus scientifique celle-là. Première de ces interrogations, qui a écrit en lettres de sang « Omar m'a tué ». Les graphologues ont à nouveau comparé l'inscription accusatrice à l'écriture de Madame Marchal. Leur conclusion est simple, il est impossible de dire qui est l'auteur de cette phrase. Deuxième interrogation, l'heure de la mort de Ghislaine Marchal. Les nouveaux légistes ne la situent plus dimanche entre 11h45 et 14h, mais entre 8h du matin et 20h le soir. Enfin, en analysant les portes, les experts ont trouvé mêlé à une trace de sang de la victime un ADN d'homme qui n'est pas celui d'Omar Haddad. On ne sait pas qui a écrit Omar m'a tué. On ne sait pas à quelle heure précise Madame Marchal est morte. Et on ne sait pas à qui appartient cet ADN d'homme qui n'est pas celui d'Omar et qu'on retrouve dans le sang de Madame Marchal. Ces 3 faits nouveaux qui, à mes yeux, justifient un renvoi devant une nouvelle cour d'assises. Pour la partie civile, ces éléments ne disculpent en rien Omar Haddad. L'ADN masculin aurait pu être déposé avant ou après le meurtre, lors des diverses manipulations des portes, comme des autres pièces à conviction d'ailleurs. Sans compter pour la partie civile
les autres éléments du dossier. Le fait que ces inscriptions ont été écrites avec son sang, qu'elle était bloquée par elle-même dans la cave, que personne n'a pu s'en sortir et que personne ne savait comment Haddad travaillait ce jour-là, ces éléments-là subsistent. Pour qu'Omar Haddad bénéficie un jour d'un nouveau procès, la commission de révision devra d'abord dire si ces nouveaux éléments sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. À Nice, en début d'après-midi, une marche silencieuse en mémoire de cette jeune institutrice de 24 ans assassinée à coups de couteau il y a près d'un mois. Le seul témoin du drame était un bambin de 3 ans et demi, neveu de la victime. L'enquête sur les meurtriers est au point mort. Émotion intense dans le cortège, avec en tête la famille de la victime. On ignore tout des raisons qui ont amené Ariane Guillot à être poignardée en plein cœur. Les élections au Pays basque espagnol, d'après les premières estimations de fin d'après-midi, forte participation supérieure de plus de 5 points aux dernières élections en 1998. Près de 2 millions d'électeurs devaient renouveler aujourd'hui les 75 sièges de leur parlement régional. Un scrutin sous la menace de l'ETA, tant pour les partis nationalistes modérés que pour les candidats de la droite. Jean-Michel Carpentier. À voter. Les élections régionales basques ont connu une forte participation, 5% de plus que lors du scrutin de 98 en pleine trêve de l'ETA. Les récents attentats de l'organisation armée semblent avoir mobilisé l'électorat, mais un scrutin tendu. Les candidats de droite du Parti populaire du président Aznar ont tous connu des difficultés pour voter, comme ici à Saint-Sébastien, où des dizaines de jeunes indépendantistes proches de l'ETA les ont hués en agitant des pancartes en faveur de l'indépendance du Pays basque. On saura ce soir si la région autonome basque est conservée ou non par le parti nationaliste modéré ou si elle bascule dans les mains du Parti populaire au pouvoir à Madrid, allié pour la circonstance avec le Parti socialiste espagnol. Les deux formations se sont entendues en cas de victoire pour former le premier gouvernement basque non nationaliste depuis 1979. Et selon les premiers sondages qui nous paraissent à l'instant, les nationalistes modérés auraient la majorité relative, mais il ne s'agit donc que de sondages. Au Portugal, le fameux pèlerinage de Fatima qui accueillait plus d'un demi-million de fidèles, un rassemblement sous haute sécurité en raison de la présence du cardinal espagnol Antonio Rouco Varela, connu pour être un adversaire déclaré de l'ETA. Dans la vallée de la Somme, la solidarité continue de s'organiser. Dimanche, jour de messe, le prêtre d'Abbeville ne baisse pas les bras. Comme toute la semaine, il part à la rencontre de ces familles qui ont tout perdu ou presque. Zinedine Boudaoud et Laurent Siron. Il ne marche pas encore sur l'eau, mais l'abbé d'Abbeville, à la proue de cette embarcation, est vénéré par ses paroissiens. Tous les jours, Gilles de la Simone rend visite à ses ouailles dans les derniers quartiers inondés de la ville. Ce que j'aimerais pouvoir filmer, c'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. Parce que à la fois il y a la détresse, il y a la colère, il y a des gens qui crient vers Dieu, qui disent on est abandonné, etc. Puis en fait, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entente, beaucoup de choses. Les sinistrés de la Somme sont toujours dans la détresse. Même si le niveau de l'eau a baissé ici de 50 cm, impossible de réintégrer les habitations. La solidarité de la population est donc en réconfort, l'Église y contribue. Il y a des merveilles dans les personnes qui se solidarisent et qui sont très actifs pour dépanner. Et je trouve que ça, nous on fait que le recevoir et l'amplifier. On est un peu les amplificateurs de la beauté de ce qui se passe dans les cœurs. L'abbé a transformé son église abbatiale en un refuge. Aujourd'hui, c'est communion, une occasion de plus de délivrer son message, celui de la solidarité. Et le curé montre la voie, il héberge 2 familles victimes des inondations dans son presbytère. L'harmonie règne, mais la détresse noue les gorges à l'évocation des habitations abandonnées. C'est inhabitable. C'était dur de partir, très dur de partir. On était trop habitués là-bas, on ne voulait pas demander l'aumône à personne, on voulait essayer de rester. Mais comme on a été obligé de partir quand même, on avait trop d'eau. La famille Ledoux a prévu de retrouver son pavillon et son potager noyés sous les eaux en juillet. Les Vimards ont fait leur carton, ils emménagent bientôt dans une nouvelle maison dans le centre-ville, au sec.
Depuis tôt ce matin, Belle-Île-en-Mer est coupée du continent. Toutes les liaisons maritimes sont en effet interrompues par la manifestation d'une centaine de personnes qui bloquent les 2 ports d'accès de l'île avec des camions, des ambulances ou des voitures. Ces usagers protestent en fait contre le manque de navettes et les différents dysfonctionnements, disent-ils, occasionnés par la gestion des transports maritimes qui ne sont plus gérés par le Conseil général mais par une société privée. Le mariage plutôt réussi entre Renault et le japonais Nissan, un mariage qui porte ses fruits puisque Nissan s'apprête à publier des bénéfices records au point qu'on se demande si le japonais n'est pas en train de grignoter le constructeur français. Laurent Bailly et Frédéric Pasquet. Nissan miraculé, redécouvrant l'ivresse de la puissance et la sensation d'un nouvel essor, bien peu croyait à ce scénario il y a 2 ans lorsque Renault a pris le contrôle du constructeur nippon, à l'époque au bord de la faillite. Modernisation d'usine, réduction des coûts, suppression de postes. Aujourd'hui, Nissan dégage 15 milliards de bénéfices. Et pour l'artisan de cette résurrection, Carlos Ghosn, qui ne perd jamais une occasion de vanter ses Nissan, ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Nous nous en félicitons, mais ce n'est qu'un début. Parce que je pense que le potentiel de Nissan est bien supérieur aux résultats que nous allons pouvoir annoncer le 17 mai. Le PDG de Renault lui aussi se réjouit de la réussite de Nissan qui se traduit cette année par un joli chèque de 600 millions de francs pour Renault. Mais le dynamisme de Nissan a aussi de quoi inquiéter Louis Schweitzer car si demain les usines Renault en France commençaient à fabriquer des Nissan, c'est que l'élève aurait dépassé le maître. Alors prudent, Louis Schweitzer fixe d'ores et déjà les règles du jeu. Il y aura toujours à faire en sorte que Renault et Nissan ne confondent pas leurs images pour qu'on les distingue bien et il faudra éviter des rencontres malheureuses de 2 véhicules qui se ressembleraient trop par accident. L'accident surtout, ce serait la prise de contrôle surprise de Renault par Nissan. Nissan qui aujourd'hui pèse en bourse 2 fois plus que sa maison mère. Le passage à la monnaie unique devra amener à terme la modification de tous les manuels scolaires distribués dans les écoles. Un bouleversement qui se fera par étapes. Et déjà, pour familiariser les écoliers avec l'euro, sont organisés des travaux pratiques. David Boéry et Aurélie Legrand. Au marché, j'ai acheté des pommes de terre, des fraises et une salade. Question, combien me reste-t-il dans mon porte-monnaie ? Un problème classique pour des générations d'élèves, mais aujourd'hui la maîtresse a changé quelque chose dans l'énoncé du problème. 1,5 kg de fraises à 4 € le kilo et une salade pour 0,75 €. Des euros à la place des francs, les élèves sont un peu surpris, forcément. Mais rien ne les arrête et après seulement quelques minutes de calcul, ils ont trouvé la solution. 10,35 € et 15 € moins 10,35 €, ça va faire 4,65 €. Dans cette classe de CM1, l'euro remporte en tout cas un certain succès. Ils s'habituent déjà à ces nouvelles pièces et billets qu'ils retrouveront très bientôt dans leur argent de poche. En attendant, ils ont déjà quelques idées sur la question. 70. Au début, ça sera compliqué parce qu'on n'aura pas encore bien compris. Ouais. Mais à la fin, une fois qu'on sera habitué, ça sera beaucoup plus simple qu'au début. On calcule tout bêtement de tête et puis on ne va pas prendre une calculette parce que ce serait un peu ridicule d'aller dans la rue avec sa calculette. En septembre prochain, l'école sera à l'heure de l'euro. Tous les éditeurs ont préparé de nouvelles éditions où le franc a complètement disparu. À l'école primaire, les élèves calculent avec des chiffres ronds. Impossible donc de simplement convertir les manuels scolaires. Il a fallu trouver de nouveaux exemples. Les enfants étaient amenés anciennement à additionner 2 nombres qui étaient 43 francs et 21 francs en achetant un bouquet de fleurs et un porte-clés. Et maintenant, ils sont amenés à additionner ces 2 mêmes nombres, mais pour passer à l'euro, le porte-clés se transforme en pull vert et le bouquet de fleurs en imperméable. Les éditeurs sont prêts, mais ce sont les mairies qui achètent les manuels scolaires. Or, dans beaucoup de municipalités, on ne s'est pas encore décidé à investir dans ces nouvelles éditions, tout en euros. En moyenne, on dépense 60 francs par an et par élève. Donc, compte tenu de toutes les disciplines, maths, français, histoire, géo, il faut plusieurs années pour renouveler ces manuels. S'il n'y a pas un effort exceptionnel fait en mathématiques à la rentrée, eh bien, il y aura des manuels en francs pendant encore 4, 5, 6 ans, voire plus. Cette école parisienne a de la chance. Dès la rentrée prochaine, tous les élèves auront entre leurs mains des livres rédigés entièrement en euros. De nouveaux massacres en Algérie. 11 personnes ont été assassinées aujourd'hui par des islamistes armés à Merouana, à 400 km au sud-est d'Alger. Information communiquée par les autorités.
15 jours après les émeutes meurtrières en Kabylie, l'hypothèse d'une action concertée des gendarmes contre les manifestants ne fait plus grand doute. Les témoins racontent et leur thèse est appuyée par les médecins. Nabila Tabouri et Saad Bouaziz. Massinissa aurait dû fêter ses 20 ans. Tué dans une gendarmerie 3 semaines avant son anniversaire, sa famille est venue se recueillir sur sa tombe pour une célébration posthume. J'ai perdu ma chair, j'ai perdu une partie de moi. Massinissa était un lycéen sans histoire. Le 18 avril dernier, après un incident entre jeunes, il est interpellé sans raison par les gendarmes. Violemment frappé puis jeté dans un véhicule, il décédera 2 jours plus tard d'une blessure par balle tirée à l'intérieur même de cette gendarmerie. Sa mort et les tentatives des autorités de le faire passer pour un délinquant ont révolté la Kabylie tout entière. Aujourd'hui, 15 jours après les émeutes, les habitants n'ont plus peur de parler et de dénoncer tout un système. Je reproche aux gendarmes le fait qu'ils demandent de l'argent aux commerçants et même aux fourgons, aux transporteurs. Là, c'est du racket. Faut casquer, tu parles. Sollicité, le commandement de la gendarmerie a refusé de répondre à nos questions. Or, les accusations contre les forces de l'ordre se multiplient. La communauté médicale parle d'une volonté de tuer. Ce qui m'a étonné, je vous ai dit, c'est surtout cette précision de l'impact des balles. Il y a eu beaucoup au niveau de la tête et du thorax. Vous réfutez cette thèse de la balle perdue? Il y aurait trop de balles perdues. Annoncée par le président Abdelaziz Bouteflika, une commission d'enquête doit normalement faire la lumière sur les récents événements en Kabylie. Mais les difficultés rencontrées pour sa mise en place laissent penser que les responsabilités ne seront pas connues de sitôt. Or ici, les Algériens veulent enfin connaître la vérité. Le Conseil représentatif des institutions juives de France a un nouveau président. Il a été élu aujourd'hui en Assemblée générale. Il s'agit de M. Roger Kukierman, qui remplace donc Henri Hedgenberg, qui avait déjà occupé ce poste pendant 2 mandats. Il ne pouvait donc plus se représenter. Le nouveau président du CRIF est un banquier. Il est âgé de 63 ans. Juste un mot de politique avec cette petite phrase prononcée aujourd'hui par Nicolas Sarkozy qui a pu dire sur Canal+ à propos de la réélection à l'Élysée de Jacques Chirac, ça n'est pas sûr qu'on gagne. Une famille qui aura laissé son empreinte dans le monde de l'aéronautique. En son temps, Andrei Tupolev avait été à l'origine du premier avion entièrement métallique. Son fils avait alors pris la relève. Alexis Tupolev est décédé aujourd'hui. Il a été le créateur du Concorde à la russe, surnommé avec un peu d'ironie le Concordski. Et la nuque. Étrange ressemblance. Le 31 décembre 1968, le Tupolev 144 pointe son nez 2 mois avant le premier vol du Concorde. Le premier avion supersonique est donc soviétique. En pleine guerre froide, c'est un revers pour l'Occident, une victoire pour Moscou. Son artisan s'appelle Alexei Tupolev, fils d'Andreï, le créateur du premier avion métallique en URSS. Et même si à l'Ouest on le surnomme le Concordski par dérision, le Tu-144 devancera systématiquement son modèle. En 1969, il franchit le mur du son 4 mois avant Concorde. 1 an plus tard, il passe Mach 2 avec encore 6 mois d'avance sur le supersonique franco-britannique. La propagande soviétique se délecte, mais le 3 juin 1973, lors d'un vol de démonstration au Salon du Bourget, le Tu-144 explose et s'écrase sur Goussainville. 12 personnes sont tuées. C'en est fini de sa carrière internationale. Le Tu-144 se contentera de quelques liaisons intérieures en URSS jusqu'à un nouvel accident en 1978 sur un vol non commercial. Il est alors définitivement arrêté. Concorde n'a plus de concurrent. Et concernant maintenant le drame du Concorde, un accord définitif aurait été trouvé sur l'indemnisation des victimes allemandes. Air France et les familles ont au bout du compte conclu un accord final. Pour contourner le manque chronique d'infirmières, une clinique d'Épinal a choisi de demander des services d'infirmières espagnoles. Une vingtaine sont arrivées en France à la fin du mois dernier. Grégoire Tournant, Sylvain Gauthier. Ces infirmières sont les nouvelles recrues de la polyclinique d'Épinal. Des infirmières qui viennent des 4 coins de l'Espagne et qui ont toutes répondu à une petite annonce. À l'heure actuelle, l'Espagne est un des rares pays européens où il est difficile d'exercer cette profession. Près de 10 000 d'entre elles sont au chômage. A l'inverse, la France connaît une véritable pénurie. L'établissement vosgien a pourtant fait toutes les démarches pour recruter en France, mais sans succès.
La clinique a fait appel à la Chambre de commerce de Madrid et 19 Espagnols ont été embauchés en contrat à durée indéterminée. Dans l'espace européen, il y a une équivalence des diplômes, que ce soit médical ou infirmier. Sinon, évidemment, nous n'aurions pas pu engager cette démarche. Donc, ces personnes peuvent exercer, comme nos infirmières, peuvent exercer dans tous les pays européens. Nous avons également une petite télévision. Les compétences sont donc les mêmes des deux côtés des Pyrénées. Seule barrière, la langue. Avant de s'occuper des patients, il faut se plonger dans les dictionnaires. Depuis leur arrivée il y a 2 semaines, cours intensifs de français pour tout le monde. Un défi qu'ils sont tous prêts à relever pour enfin exercer leur métier. Moi, personnellement, je ne suis pas venue par le salaire. Parce que là-bas, plus ou moins, tu vas pareil. Je suis venue pour acquérir de l'expérience. Et on peut acquérir une expérience plus facilement en France qu'en Espagne aujourd'hui? Oui. Parce que tu peux être dans le même service pendant longtemps et tu approfondis. Pour le moment, ces infirmières ne pratiquent pas de soins. Elles devraient être opérationnelles dans 3 mois. La direction met tout en œuvre pour réussir leur intégration et espère bien les retenir en France. D'autres établissements ont décidé de tenter la même expérience. Déracinées, les infirmières espagnoles d'Épinal doivent désormais s'habituer à leur nouveau cadre de vie. L'appel à la générosité au bénéfice de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, avec à Versailles quelques 50 000 rollers qui ont participé à une vaste randonnée, partie de la place du Trocadéro pour atteindre le château de Versailles quelques heures après. Patrick Fandiot et Luc Tazelmati. Vous devez savoir freiner quand même un petit peu. Pas forcément très disciplinés, mais plus nombreux que prévu, près de 50 000. Il fait beau, il fait chaud, alors ils n'ont pas hésité. Je suis venue pour le plaisir de la glisse et ensuite j'ai vu l'objectif qui était derrière et je trouve ça très bien. L'objectif, c'est venir en aide aux personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, pouvoir construire à travers la France des centres d'accueil de jour qui soulageraient leur famille. Un remède contre Alzheimer, regardez comme il est beau, Alzi. De Paris à Versailles, entre mascotte et t-shirt, les organisateurs espèrent recueillir 200 000 francs. Ce sera encore trop peu, mais l'essentiel est ailleurs. Il faut surtout faire prendre conscience aux gens du phénomène. Là, le phénomène Alzheimer est un phénomène indiscutable. Maintenant, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a 500 000 malades en France et ne se rendent pas compte ni du coût, du coût financier, ni du coût psychologique, ni du drame et de la misère que ça engendre. Artistes et bénévoles mobilisés appellent l'État à faire de même. Avec le vieillissement de la population, il faudra faire face à des millions de cas dans les prochaines années. Décidément, tout lui réussit en ce moment. Amélie Mauresmo a remporté le tournoi de Berlin en battant l'américaine Jennifer Capriati 6-4, 2-6, 6-3. Ces derniers jours, la Française enchaînait les performances en sortant notamment la numéro 1 mondiale, Martina Hingis, en demi-finale. De quoi nous laisser espérer de beaux jours à Roland-Garros. Christelle Bertrand. Ce n'est pas du cinéma, mais au tournoi de Berlin comme au festival, le trophée est animalier. Amélie Mauresmo est sacrée meilleur premier rôle dans la catégorie fond de court-métrage. Premier set, Capriati a du mal à donner la réplique. La Française l'emporte 6-3. L'Américaine profite alors d'une baisse de régime de son adversaire et revient une manche partout. Troisième set, même scénario que le premier. Amélie Mauresmo concrétise les efforts d'une préparation minutieuse pour les tournois sur terre battue. Un solide physique qui sert des coups puissants, une parfaite maîtrise tactique et des victoires sur les meilleurs mondiales. Mauresmo gagne en constance. Après Paris, Nice et Amelia Island, Amélie s'offre le tournoi de Berlin. La numéro 6 mondiale est en pleine progression, même en anglais. Tout marche bien en même temps. Vous savez, il n'y a pas de secret. Il faut travailler pour bien jouer. Je suis contente. Dans 15 jours, c'est Roland-Garros. Amélie y est attendue en vedette. Le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, cette fois-ci c'est le Britannique David Coulthard sur McLaren qui a remporté son deuxième Grand Prix cette année. Il est ainsi revenu à 4 points de la tête du championnat du monde dominé par Michael Schumacher sur Ferrari. Il s'agit de la 3e victoire en 4 ans pour McLaren. La violence sur les terrains de football dans la région Rhône-Alpes a provoqué l'indignation et la colère des arbitres qui, pour la première fois, ont décidé tout simplement de faire grève, au même titre que des professionnels agressés sur leur lieu de travail. Ces sportifs dans le Rhône ont décrété un mouvement qui durera jusqu'à la fin de l'été. Didier Guyot et Thierry Simonet.
Match 17 ans, insulte à arbitre, plus menace à arbitre en fin de match avec 2 barres de fer reliées par une chaîne. Mini-bousculade par 2 joueurs identifiés. C'était il y a 15 jours. Julien, 19 ans, siffle un pénalty qui dérange. Le voici roué de coups, passé à tabac par une équipe tout entière. Des spectateurs s'interposent et lui portent secours. On nous emmène dans un vestiaire, toute petite case, on est dedans et on sait pas. On comprend plus rien, on est là, on est arrêté, on parle plus et il faut au moins, je dirais, une bonne heure pour arriver à comprendre ce qui se passe et à se remettre dans les événements. Depuis 3 ans, Julien est l'un de ces hommes en noir qui tentent de faire respecter une certaine éthique du football. Aujourd'hui, il s'interroge. Psychologiquement, c'est dur, parce que c'est vrai qu'après on se demande est-ce qu'on va arbitrer, est-ce qu'on n'y va pas, on part un petit peu, on part pas la fleur au fusil, quoi. C'est-à-dire quand on part, on se dit bon bah, faut y aller, mais on n'y va pas, on n'y va jamais par plaisir. Coup de pied d'un joueur sur un arbitre. Coup de pied dans le bas-ventre de l'arbitre. Menace et insulte. Des enfants qui se serrent la main sur le terrain. Quand Alain Crépel arbitre, il en va tout autrement. Victime d'insultes, de crachats, de plusieurs agressions physiques, l'arbitre passionné qu'il est s'est mis en grève. On est obligé de faire respecter un règlement. Et il y en a peut-être qui ne comprennent pas. Certaines personnes croient qu'on est là pour faire de la loi et c'est pas vrai, c'est la loi du jeu, c'est pour le sport. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas si longtemps, des supporters le poursuivaient en voiture. Alain Crépel s'est acheté un fusil. Bousculade, tentative de coup avec piqué de coin, coup à la tête par joueur sur arbitre. Le rapport des arbitres est accablant. La violence gangrène les petits stades. La grève du sifflet est un appel à l'aide. On est en insécurité, bref, on est mal dans notre peau. Et je crois que l'action des arbitres, c'est de créer un électrochoc, je le répète, dans la population footballistique départementale, de façon à ce que chacun fasse son examen de conscience. Il y a 10 ans, dans le Rhône, il y avait 200 arbitres de plus. Désormais, les volontaires sont de plus en plus rares. Le festival de Cannes avec les irrésistibles frères Cohen, sans aucun doute les chouchoutes de la Croisette et du festival. C'est la 6e fois qu'ils sont en compétition avec cette année un film en noir et blanc, sorte d'hommage au film de l'après-guerre. Comme toujours, on est surpris par la facture de leur film. Le talent est toujours là. Les frères Cohen avaient déjà obtenu une palme d'or à Cannes en 91 avec Barton Fink. Reportage Pascal Deschamps et Patrick Deschmecker. Quand ces deux-là arrivent sur la Croisette avec leur tête d'éternels adolescents, on ne sait jamais ce qu'ils ont fabriqué depuis qu'on les a quittés ici, l'année d'avant. Avec leur dernier film, on est bien loin de la fantaisie débridée de Fargo ou du Big Lebowski. Ethan le petit et Joël le grand se sont fait plaisir en tournant en noir et blanc l'histoire d'un brave type laminé par le destin pour avoir voulu en changer. Avec sa tête à la Humphrey Bogart, Ed Crane est coiffeur. Et quand on passe sa journée à voir des cheveux, on finit forcément par s'en faire ou à vouloir les couper en 4. Now, being a barber is a lot like being a barman or a soda jerk. There's not much to it once you've learned the basic moves. For the kids, there's the butch or the hiney, the flat top, the ivy, the crew, the vanguard, the junior contour, and occasionally the executive contour. C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui n'a pas encore trouvé sa place. Il n'a pas l'impression d'appartenir au monde qui l'entoure. C'est comme s'il cherchait vraiment à en découvrir un nouveau. Femme fatale, arnaque et coup du sort, les frères Cohen revisitent avec bonheur les films noirs américains de l'après-guerre, mais dressent aussi avec tendresse le portrait d'une époque où l'on recommençait à vouloir profiter de la vie. Bingo! Parce que l'univers des années 40 est très éloigné du nôtre, on arrive à comprendre des choses qu'on ne peut pas voir quand on est en plein dedans, quand c'est votre lot quotidien. Nous, on a un réel enthousiasme, une réelle affection pour ce monde, tout simplement parce qu'on ne l'a pas vécu. Billy Bob Thornton fait une composition remarquable. Acteur timide et solitaire, il est à la fois honoré et terrorisé de monter les marches du palais. Je ne suis pas trop à l'aise quand il y a trop de monde. J'espère que ce soir, je ne dirai pas de bêtises et que je ne me casserai pas la figure. Les marches cannoises ne se sont pas dérobées sous ses pieds. Quant aux frères Cohen, c'est devenu pour eux une promenade de santé dont ils semblent ne jamais se lasser, même s'ils repartent parfois les mains vides. Cannes, c'est aussi un marché du film où pendant 10 jours, à côté des projections officielles, 650 films sont proposés aux acheteurs internationaux. Il faut se décider rapidement et parfois il suffit de quelques minutes pour créer le bouche à oreille. Parmi les projections les plus prisées, celle du Seigneur des Anneaux, en réalité une longue bande-annonce de 20 minutes pour une sortie très attendue en décembre 2001. Marie Joshua.
Cet homme pèse 270 millions de dollars, 2 milliards de francs pour les anneaux magiques de la trilogie de Tolkien. Le néo-zélandais Peter Jackson a su gagner la confiance des studios américains New Line qui lui ont octroyé l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma. Un événement à Cannes, l'arrivée de l'équipe du film et de 15 comédiens, interview en ligne, après la projection des 20 minutes du premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Toutes premières images, le monde de Tolkien prend vie. Les magiciens, les elfes, les nains, les hobbits, les forces du bien, du mal, du fantastique, traité avec une volonté de réalisme. J'ai voulu avant tout une approche historique pour ce film. Parce que Tolkien n'a pas écrit Le Seigneur des Anneaux comme un conte fantastique. Il n'a pas situé l'histoire sur une autre planète, mais ici, sur la Terre, en Europe, il y a 6 ou 7 000 ans. C'est une fresque mythique de la préhistoire de l'Europe. Un film au plus proche de la réalité historique, où les différentes cultures, qu'elles soient fantastiques ou humaines, semblent vraies. Il y a eu Star Wars, il y aura Le Seigneur des Anneaux. Je sais que George Lucas dit lui-même dans ses interviews que le livre de Tolkien lui a servi de source d'inspiration pour Star Wars. Dans un sens, je lui suis redevable, parce que toute la technologie qu'il a développée avec ses studios pour les effets spéciaux de la Guerre des Étoiles, j'en ai profité. Sans cette technologie, il m'aurait été impossible de réaliser Le Seigneur des Anneaux aujourd'hui. 3 films de 2 heures, 15 mois de tournage en Nouvelle-Zélande, 7 ans d'une vie. Et comme dit la reine des elfes, même les plus petits peuvent changer le cours de l'avenir. L'avenir du cinéma, bien sûr. La folie du tango à Paris avec 3 semaines de récital, de concerts et de danse. Toutes les stars de ce Buenos Aires Tango vont faire danser la capitale au Théâtre National de Chaillot avec en prime la possibilité de prendre avant les représentations des cours de tango avec quelques-uns des professeurs les plus prestigieux, Michel Perrier et Jean-Jacques Le Garrec. Emilio Balcarcé a 83 ans et le tango lui colle à la peau. Il dirige un orchestre-école où l'on enseigne tous les styles de tango. En Argentine, l'éternité du tango perdure dans la vie de ces orchestra escuela, où les vieux maîtres, comme ici Pepe Libertela, ou bien Nestor Marconi, forment les jeunes musiciens. Et ils font partie de la légende du tango. C'est mon père qui un jour m'a donné le goût du bandoneon. J'ai tout de suite arrêté le piano. Je dis toujours que je suis l'unique coupable de mon amour du bandoneon, parce que j'ai appris tout seul, mais j'en ai bien profité. Et maintenant, dansons. La Viruta, l'école de danse la plus connue d'Argentine, a délégué 8 de ses maîtres de ballet. Si vous souhaitez apprendre l'art du tango avant les concerts. Je crois que le tango, c'est comme une philosophie de la vie, comme un art de vivre et de comprendre les choses. Comme la saudade au Portugal, c'est quelque chose qui est un petit peu indéfinissable, mais que l'on ressent si fort, non? Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta. La voix brune de Lydia, elle aussi à l'affiche de Chaillot avec Brian, nous entraîne au-delà de la musique, vers cette façon de marcher, d'être triste, de tomber amoureux, qu'est le tango. Stars dans leur pays, ils nous ont offert une chanson, avec en toile de fond les danseurs qui improvisent un tango. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en...
Avant de refermer cette édition, la nouvelle formule du supplément hebdomadaire du Figaro économique qui paraîtra donc chaque lundi. 2 cahiers intitulés Le Figaro Entreprise avec enquête dans l'un et des solutions dans l'autre. Et au total, 14 000 offres d'emploi dans vos kiosques donc dès demain matin. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Forte participation en Italie pour ce dimanche d'élection, au point que les bureaux de vote resteront ouverts au-delà de 22 heures. Ces élections départageront les 2 champions en lice, Silvio Berlusconi, leader de la droite, et l'ancien maire de Rome, Francesco Rutelli, à la clé le poste de président du Conseil, c'est-à-dire le chef du gouvernement. En football, victoire des Nantais qui ont remporté leur 8e titre de champion de France. Une victoire enchantante puisque toute la nuit, dans les rues de la ville, on a célébré l'événement et les Canaries ont été portés en triomphe après avoir donc battu Saint-Étienne 1-0. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h50, votre film du dimanche sur la route de Madison. Très beau film avec Meryl Streep et Clint Eastwood. 0h15, le dernier journal Alexandre Cara. Demain à 13h, le journal de Gérard Rolls. À 20h, vous retrouverez Benoît Duquesne. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.